Il l'appelait le duc de glace d'Ashbury, un homme qui mariait pour la terre, pas l'amour. Et il l'appelait la dame silencieuse, une femme si parfaite, si posée, elle semblait plus statue que chair. Le mariage était une transaction d'affaires, froide comme le sol en marbre de la cathédrale. Mais quand la porte de la chambre se ferma avec un clic, les affaires finirent et le cauchemar commença. Sébastien s'attendait à une vierge tremblante ou une aristocrate ennuyée. Ce qu'il trouva quand la soie glissa de ses épaules était une carte de torture gravée dans sa peau. Il pensait qu'il mariait une dame. Il n'avait aucune idée qu'il avait juste marié une survivante de l'enfer. Ceci est l'histoire de comment un froid devoir se transforma en une vengeance brûlante. La pluie à Londres ne lava pas la crasse. Elle rendit seulement les pavés glissants et traîtres, beaucoup comme la haute société qui marchait sur eux. À l'intérieur de St. George's Hanover Square, l'air était épais avec l'odeur de laine humide et de lisse chair. C'étaient des funérailles se faisant passer pour un mariage. Sebastian Thorne, le 9e Duc d'Ashbury, se tenait à l'autel avec l'immobilité d'un homme faisant face à un peloton d'exécution. Il avait 32 ans, avec une mâchoire assez aiguisée pour couper le verre, et des yeux de la couleur d'un océan Atlantique orageux, sombre, gris et entièrement dépourvu de chaleur. Il ne voulait pas une femme. Il voulait les 50 000 acres de terre forestière dans le Northland qui venaient avec le dot. À côté de lui se tenait Lady Andrew Vance. Aux centaines d'invités chuchotant derrière leurs éventails, Andrew était l'image de la perfection aristocratique. Sa colonne vertébrale était droite comme de l'acier, son visage obscurci par un voile de dentelle belge qui coûtait plus qu'un fermier locataire ne gagnait dans une vie. Elle avait 22 ans, la nièce du puissant et riche Lord Malcolm Vance. Elle était connue pour son silence, son obéissance et son manque total de scandale. Prenez-vous, Sébastien, cette femme. L'archevêque s'éternisa. Sébastien jeta un coup d'œil de côté. Il ne pouvait rien voir de son expression, seulement le léger tremblement rythmique de ses mains agrippant le bouquet de roses blanches. Nervosité, pensa-t-il avec dédain. Elle est stérifiée par le titre. Ou peut-être est-elle juste simple d'esprit. Oui, je le veux, dit Sébastien, sa voix profonde et résonnante, manquant même d'un lambeau d'émotion. Oui, je le veux, murmura Andrew. Sa voix était rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Quand Sébastien souleva le voile pour l'embrasser, il marqua une pause. Il s'attendait au regard fade d'une débutante protégée. Au lieu de cela, il se trouva à regarder des yeux d'un violet saisissant, perçant. Des yeux qui ne contenaient ni amour ni adoration timide. Ils contenaient de la terreur, pas la nervosité d'une mariée, mais la peur primale d'un animal piégé attendant que le piège se referme. Il pressa un baiser superficiel sur ses lèvres froides. La foule applaudit. L'accord était conclu. La terre forestière était à lui. La réception à Ashbury House fut un flot de champagne et de félicitations creuses. Sébastien passa la soirée à discuter d'actions ferroviaires avec son avocat, ignorant entièrement sa nouvelle mariée. Andrew s'assit dans un fauteuil en velours dans le coin, ses mains pliées sur ses genoux, observant la pièce avec une hypervigilance qui passa inaperçue de tous, sauf des serviteurs. Lord Malcolm Vance, l'oncle d'Andrew, s'approcha de Sébastien près de la cheminée. Malcolm était un homme rondouillard avec un visage rouge et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux de prédateur. « Elle est une chose tranquille, votre grâce, » dit Malcolm, faisant tournoyer son brandy. « Mais elle est obéissante. J'ai veillé à ce qu'elle connaisse sa place. Vous n'aurez aucun problème avec elle. » Sébastien prit une gorgée de sa boisson, regardant par-dessus le bord du verre Malcolm. « Je préfère le calme. Je n'ai pas de patience pour le bavardage. Elle requiert une ferme guidance, » ajouta Malcolm, sa voix tombant à un murmure conspirateur. « Elle est sujette à la mélancolie. Si elle agit étrangement, ignorez-le. C'est simplement l'hystérie d'une femme. » Sébastien fronça les sourcils. Il n'aimait pas Malcolm Vance. L'homme sentait le désespoir et le vieux Porto. «
Je sais comment gérer ma propre maison, Vance. Profitez de la fête. Alors que l'horloge sonnait minuit, les invités commencèrent à s'écouler. La maison devint silencieuse, s'installant dans le lourd silence de la pierre et de l'histoire. Le majordome, Anderson, s'approcha de Sébastien. « Sa grâce s'est retirée à la suite parentale, monseigneur. » Sébastien soupira, posant son verre. C'était la partie du marché qu'il redoutait le plus, produire un héritier. C'était une nécessité clinique. Il ajusta ses boutons de manchette, s'arma de courage contre l'épuisement de la journée, et monta le grand escalier. Il ne se souciait pas de la personnalité d'Andrew. Il ne se souciait pas de sa mélancolie. Il voulait juste que cette nuit soit finie pour pouvoir retourner à son bureau et à sa solitude. Il ouvrit les lourdes portes en chêne de la suite parentale. Il s'attendait à la trouver au lit, peut-être en pleurs, peut-être endormie. Au lieu de cela, il la trouva debout près de la fenêtre, toujours entièrement vêtue de sa robe de mariée. Elle regardait le jardin fouetté par la pluie, son corps rigide. Alors que la porte se fermait avec un clic, elle tressaillit si violemment qu'elle faillit faire tomber un vase. « Monseigneur » adetta-t-elle, se retournant. Elle recula jusqu'à ce que ses jambes heurtent le bord du lit à baldaquin. Sébastien verrouilla la porte. « Andrew, il n'y a pas besoin d'histrionisme. Nous sommes mariés. C'est le devoir requis de nous deux. » Il commença à déboutonner son gilet, le jetant sur une chaise. Il la regarda, s'attendant à ce qu'elle commence à se déshabiller. Elle ne bougea pas. Elle resta figée, sa poitrine se soulevant, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait la soie de sa jupe. « Eh bien, dit Sébastien, sa voix impatiente, je ne suis pas un homme qui aime attendre. Enlevez la robe. » Les yeux d'Andrew se portèrent vers la porte, puis de nouveau vers lui. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, ne pouvons-nous pas baisser les lumières? » Sébastien marqua une pause. C'était un homme froid, mais il n'était pas cruel. Si vous le souhaitez, il souffla les lampes sur la cheminée, ne laissant qu'une seule bougie brûler sur la table de chevet. La pièce plongea dans l'ombre. « Est-ce suffisant? »« Oui, souffla-t-elle. Alors, continuez. » Elle tendit la main derrière elle, ses doigts tremblants alors qu'il tâtonnait avec les douzaines de minuscules boutons de perles. Elle prenait trop de temps. Sébastien, poussé par un désir de simplement dormir, s'avança. « Laissez-moi, dit-il, tendant la main vers elle. Non, elle recula comme s'il avait tenu un fer chaud. Sébastien s'arrêta, sa main en l'air, ses yeux plissés. Ce n'était pas de la timidité, c'était de la panique. « Andrew, vous êtes ma femme. Vous cesserez ce comportement immédiatement. Retournez-vous. » C'était un ordre donné sur le ton qu'il utilisait pour ses soldats pendant son temps dans le régiment. Vaincu, Andrew lui tourna lentement le dos. Raclement de gorge. Elle baissa la tête, son corps tremblant de façon incontrôlable. Sébastien défit les boutons un par un. La lourde dentelle s'écarta. Il tira la robe vers le bas, la laissant tirer sur sa taille, suivie par la soie qu'elle portait dessous. Le corset aussi, marmonna-t-il. Elle défit les lacets à l'avant et laissa le vêtement tomber. Elle se tint devant lui, nue du haut du corps, lui tournant le dos dans la faible lumière de la bougie. Sébastien regarda, et le souffle quitta ses poumons dans un sifflement aigu. La pièce était silencieuse, sauf la pluie martelant contre la vitre. Sébastien fixa, son esprit luttant pour comprendre ce qu'il voyait. Le dos d'Andrew n'était pas la toile lisse de porcelaine d'une dame choyée. C'était une ruine. D'épaisses crêtes déchiquetées de tissu cicatriciel sillonnaient sa peau de ses épaules jusqu'à la courbe de sa colonne vertébrale. Certaines étaient vieilles et pâlies à un blanc argenté. D'autres étaient en colère et roses, ne semblant pas avoir plus de quelques mois. Il y avait des brûlures circulaires comme la marque d'un tisonnier chaud près de son omoplate. Il y avait de longs, minces coups qui n'auraient pu venir que d'un fouet ou d'une canne. C'était une carte de brutalité systématique, à long terme. Sébastien tendit la main, sa main planant au-dessus de sa peau. « Bon Dieu » murmura-t-il, la froide indifférence du duc de glace se brisant instantanément. Andrew tressaillit au son de sa voix,
haussant les épaules comme si elle anticipait un coup. « Je suis désolé, étouffa-t-elle, sa voix se brisant. J'ai essayé de le cacher. Je sais que je suis. Marchandise endommagée. Oncle a dit que vous me renverriez si vous voyez. »« Vous renvoyez ?» répéta Sébastien, sa voix basse et dangereuse. Il ne la toucha pas. Il sentit que s'il la touchait maintenant, elle pourrait se briser. Il fit le tour pour lui faire face. Andrew croisa ses bras sur sa poitrine, essayant de se couvrir. Les larmes coulèrent sur son visage. Elle regarda le sol, incapable de rencontrer ses yeux. « Regardez-moi » commanda Sébastien. Mais cette fois, la dureté était partie, remplacée par une intensité confuse. Elle leva lentement ses yeux. « Qui a fait cela ?» demanda-t-il. « C'était nécessaire » récita-t-elle, comme si elle lisait un script qu'on l'avait forcée à mémoriser. « Pour ma discipline, pour ma méchanceté. J'étais possédé par des esprits de défi. Ils devaient être chassés. »« Esprits ?» Sébastien s'approcha. « Qui vous a dit cela? »« Les sœurs de Saint Jude's et Oncle Malcolm. » Sébastien sentit une rage froide s'allumer dans son ventre, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis la guerre en Afghanistan. Saint Jude's, il connaissait l'endroit de réputation. C'était un sanatorium privé pour les parentes féminines difficiles de l'aristocratie, un endroit où les hommes envoyaient les épouses qu'ils voulaient divorcer ou les filles qui refusaient des mariages arrangés. Votre oncle m'a dit que vous étiez dans une école de perfectionnement en Suisse pendant les 3 dernières années, dit Sébastien. Andrew laissa échapper un court rire hystérique. Suisse? Je n'ai pas vu le soleil en 3 ans, monseigneur. J'étais dans la cave de Saint Jude's jusqu'à il y a 2 semaines. Il m'a sorti, m'a frotté propre et m'a mise dans cette robe parce qu'il avait besoin de la connexion à votre titre. Elle le regarda, ses yeux suppliants. « S'il vous plaît, faites ce que vous devez. Utilisez-moi comme une femme, mais ne me renvoyez pas. Je serai silencieuse. Je serai invisible, juste s'il vous plaît, ne me renvoyez pas dans le noir. » Sébastien regarda la femme devant lui. Il l'avait crue simplette. Il réalisa maintenant que le silence qu'il avait vu au mariage était le silence d'un soldat derrière les lignes ennemies. Elle n'était pas faible. Elle endurait. Il ramassa sa robe de soie du lit et l'enroula autour de ses épaules, la serrant pour couvrir les cicatrices. « Andrew, dit-il fermement. » Elle tressaillit alors qu'il attachait la ceinture. « Vous ne dormirez pas dans mon lit ce soir, dit-il. » Le visage d'Andrew se froissa. « Je comprends. Je suis trop laide. Je dormirai sur le sol. Non. » Sébastien claqua. Il lui saisit le menton, la forçant à le regarder. Ses doigts étaient chauds et pour la première fois, ses yeux gris contenaient une étincelle de quelque chose d'humain. « Vous me méprenez. Vous dormirez dans ce lit seul. Je prendrai le canapé lit dans le dressing. » Andrew cligna des yeux, la confusion se répandant sur ses traits. Mais le mariage, le devoir. Au diable le devoir. Sébastien grogna. Il se tourna et marcha vers la porte, vérifiant la serrure. Et au diable votre oncle, il se tourna de nouveau vers elle. À partir de ce moment, personne ne vous touche. Pas un docteur, pas un prêtre, et certainement pas Malcolm Vance. Comprenez-vous? Andrew le fixa, ses lèvres entr'ouvertes sous le choc. Elle s'était attendue à un monstre. Elle s'était attendue à être utilisée et jetée. Elle ne savait que faire de cet étranger en colère et protecteur. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Sébastien regarda la flamme de la bougie. « Parce que je peux être un bâtard froid, Andrew, mais je ne suis pas un monstre, et je ne tolère pas l'abus de ce qui est à moi. » Il marcha vers la fenêtre, regardant la pluie. La terre forestière pour laquelle il l'avait épousée était oubliée. Un nouvel objectif s'était formé dans l'esprit du duc d'Ashbury. « Dors un peu, Andrew, dit-il, sa voix tombant à un calme mortel. Tu auras besoin de ta force. Demain, tu vas me dire chaque nom des personnes qui t'ont fait ça. »« Et que ferez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Sébastien se tourna, l'éclair dehors illuminant la promesse sauvage dans ses yeux. « Je vais brûler leur monde jusqu'au sol.
Le soleil du matin n'apporta pas de chaleur à Ashbury House. Il n'illumina que les particules de poussière dansant dans la bibliothèque au haut plafond. Sébastien n'avait pas dormi. Il était assis derrière son massif bureau en acajou, un décanteur de brandy à moitié vide et un revolver chargé posé sur le sous-main en cuir. Andrew entra dans la pièce hésitamment. Elle était vêtue d'une robe à col haut de velours bleu foncé, choisie spécifiquement pour cacher chaque pouce de peau. Ses cheveux étaient sévèrement tirés en arrière, mais une partie de la terreur avait quitté ses yeux, remplacée par une prudence lasse. Henderson a dit « Vous souhaitez me voir », dit-elle, debout près de la porte. « Asseyez-vous », dit Sébastien, désignant la chaise en face de lui. Il ne se leva pas. Il était trop occupé à étudier un dossier que son détective privé avait livré il y a 1 heure. Andrew s'assit, ses mains agrippant ses jupes. « J'ai fait des enquêtes », commença Sébastien, tapant sur le dossier. « Sur la mort de votre père, sur le transfert du domaine Vance à votre oncle Malcolm. » Andrew se raidit. « Mon père est mort d'une crise cardiaque. C'est ce qu'on m'a dit. » « Votre père était un homme en bonne santé de 45 ans, corrigea Sébastien. Et 3 jours après ses funérailles, vous avez été déclaré mentalement inapte et envoyé à St. Jude's. Votre oncle a alors pris le contrôle de la fortune Vance en tant que votre tuteur. » Sébastien se pensa en avant. « Il ne voulait pas seulement mon titre, Andrew. Il avait besoin de vous marier à quelqu'un de puissant, quelqu'un de trop occupé ou trop indifférent pour poser des questions afin qu'il puisse se laver les mains de vous. Si vous étiez marié, vous n'étiez plus sa responsabilité légale. Mais il a gardé l'argent de la dot, n'est-ce pas? Il m'a donné les terres forestières, ce qui ne lui coûte rien, mais il a gardé les actifs liquides. » Andrew hocha lentement la tête. Il m'a dit que si jamais je parlais de l'argent ou de l'asile, il dirait au monde que j'étais folle, que je me suis blessée, que j'étais un danger pour la société. Qui me croirait? Je suis juste une femme. Il est un lord. Je suis un duc, dit Sébastien platement, et ma parole l'emporte sur celle d'un lord. Il se leva et fit le tour du bureau, s'appuyant sur son bord, croisant les bras. J'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé à St. Jude's. J'ai besoin de noms. Andrew détourna le regard, son souffle se coupant. Le médecin-chef est le docteur Silas Crowe. Il croit en l'hydrothérapie et le cadrage correctionnel. La mâchoire de Sébastien se serra. Crowe, je connais le nom. Un charlatan qui écrit des articles sur l'hystérie féminine. Il y avait une infirmière, murmura Andrew. Matrone Griggs, elle. Elle aimait la canne. Sébastien nota les noms. Quelqu'un d'autre? Mon cousin, dit Andrew, sa voix à peine audible. Reginald, le fils de Malcolm. Sébastien arrêta d'écrire. Qu'a fait Reginald? Andrew ferma les yeux, une larme s'échappant. Il visitait les dimanches. Oncle Malcolm lui donnait la permission. Reginald, il aimait regarder les traitements. Parfois, il participait. Il a dit que c'était la seule façon de faire de moi une bonne femme pour un futur mari. Le crayon dans la main de Sébastien se brisa en 2. Le son fut comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Il ne cria pas. Il ne jeta pas de choses. Il devint très, très immobile. C'était une immobilité terrifiante. Reginald Vance, dit Sébastien, testant le nom sur sa langue comme un morceau de viande pourrie. Il est à Londres. Oui, il assiste à l'opéra ce soir. Oncle Malcolm l'a mentionné. Sébastien jeta le crayon cassé dans le feu. Il marcha vers Andrew. Elle tressaillit, mais il s'agenouilla devant elle, se mettant à son niveau des yeux. Il lui prit les mains. Elles étaient froides comme de la glace. « Andrew, dit-il doucement, ce soir nous allons à l'opéra. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, non, s'il vous plaît, je ne peux pas les voir. Je ne peux pas lui faire face. »« Vous ne lui ferez pas face seul, dit Sébastien. Vous serez à mon bras. Vous porterez les diamants d'Ashbury et vous le regarderez dans les yeux et sourirez parce que vous n'êtes plus sa victime. Vous êtes la duchesse d'Ashbury et je veux qu'il voie que sa propriété a été volée. »« Je ne peux pas, pleura-t-elle. »
Je ne suis pas assez forte. Je suis brisée, Sébastien. Alors empruntez ma force, dit-il intensément. J'en ai assez pour nous deux. Il se leva et sonna la cloche pour la femme de chambre. Préparez sa grâce pour la soirée et apportez la clé du caveau familial. Nous avons besoin des saphirs. Alors qu'Andrew était emmené, ressemblant à une femme marchant à l'échafaud, Sébastien retourna à son bureau. Il ouvrit un tiroir et en sortit un petit poignard exquis avec un manche de perles. Il le glissa dans sa poche. Le duc de glace fondait, mais ce qui émergeait du gel n'était pas de l'eau. C'était du feu. L'Opéra Royal de Covent Garden était une cathédrale de feuilles d'or, de velours rouge et d'hypocrisie suffocante. C'était le cœur de la saison londonienne, l'endroit où les mariages étaient négociés, les affaires exposées et les réputations détruites d'un claquement d'éventail. Quand la voiture arriva, la pluie avait cessé, laissant les rues de Londres scintillantes sous les lampes à gaz. Sébastien sortit le premier, son haut de forme luisant, son expression illisible. Il se tourna et offrit sa main à l'obscurité de l'intérieur de la voiture. « Prête ?» murmura-t-il. La main d'Andrew, gantée de chevreau blanc, se plaça dans la sienne. Elle descendit. La foule devant l'entrée se tut. La dame silencieuse était arrivée, mais elle ne ressemblait en rien à la souris effrayée du mariage. Andrew portait une robe de soie bleu nuit qui scintillait comme l'aile d'un corbeau. Autour de son cou se trouvaient les saphirs d'Ashbury, de lourdes gemmes sombres qui n'avaient pas été portées en public depuis la mort de la mère de Sébastien. C'étaient des bijoux destinés à une reine, froids et imposants. « Menton haut », Sébastien murmura à son oreille alors qu'il la guidait vers le grand escalier. « Vous êtes au-dessus d'eux. Vous êtes la duchesse d'Ashbury. Ils ne sont que des spectateurs. » Andrew sentit son cœur martelé contre ses côtes comme un oiseau piégé. Chaque instinct qu'elle avait aiguisé pendant 3 ans de torture lui criait de se cacher, de se rétrécir, de se rendre invisible. Mais le poids de la main de Sébastien sur le bas de son dos était une encre solide. C'était chaud, ferme et possessif. Alors qu'il montait les escaliers, les chuchotements commencèrent. « Est elle? Elle a l'air différente. » Le duc de glace a l'air attentif. Les merveilles ne cessent jamais. Ils atteignirent leur loge privée. Alors qu'ils s'installaient dans les fauteuils en velours, Andrew scanna l'audience en bas. Il ne fallut pas longtemps pour les trouver. Dans la loge juste en face était assis Lord Malcolm Vance. À côté de lui se trouvait son fils, Reginald. Reginald était un bel homme d'une manière superficielle, avec des boucles blondes et une bouche douce, mais ses yeux étaient plats et morts. Il riait de quelque chose qu'une femme à côté de lui avait dit, jouant le rôle du charmant célibataire. Le souffle d'Andrew se coupa. Une douleur fantôme lui traversa le dos, le souvenir d'une canne frappant la chair. Elle agrippa la balustrade en velours de la loge jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Il vous regarde », nota Sébastien, sa voix dépourvue d'émotion, bien que ses yeux fussent plissés en fente. Reginald les avait repérés. Son sourire faiblit, puis s'élargit en un sourire narquois. Il leva ses jumelles d'opéra, la fixant effrontément, droit sur Andrew. C'était une violation. Il signalait qu'il détenait toujours du pouvoir sur elle, qu'elle était toujours la figue dans la cave. « Ne détournez pas le regard », commanda Sébastien doucement. « Fixez-le du regard, Andrew. Je ne peux pas. Vous pouvez imaginer qu'il laisse quelque chose sous votre botte, parce qu'il l'est. » Andrew se força à garder la tête haute. Elle rencontra le regard de Reginald à travers la salle caverneuse. Elle ne sourit pas, elle ne cligna pas des yeux. Elle canalisa chaque once de haine qu'elle avait supprimée pendant 3 ans et la projeta vers l'extérieur. Reginald abaissa ses lunettes, l'air troublé. Il murmura quelque chose à son père. Lord Malcolm leva les yeux, son visage rayonnant quand il vit les saphirs autour du cou d'Andrew. Ces gemmes représentaient une richesse et un pouvoir dépassant de loin les familles Vance. À la première entr'acte, l'inévitable arriva. On frappa à la porte de l'horloge. « Lord Vance et Monsieur Reginald Vance », annonça l'ouvreur. Andrew se figea.
Sébastien se leva lentement, boutonnant sa veste. Laissez-les entrer. La porte s'ouvrit, l'air dans la petite loge devint instantanément toxique. Malcolm Vance entra à grands pas feignant une chaleur familiale, tandis que Reginald s'avançait derrière lui, sentant l'eau de cologne chère et l'arrogance. « Votre grâce! » tonna Malcolm. Tendant la main vers celle de Sébastien. Sébastien ignora la main, laissant Malcolm saisir l'air. « Et ma chère nièce, vous avez l'air rétablie. » « Elle n'a jamais été malade, » dit Sébastien, sa voix faisant chuter la température de la pièce de 10 degrés. « Elle a été simplement malmenée. » Reginald s'avança, ses yeux scrutant Andrew. « Cousine, vous avez l'air ravissante. Bien que je doive dire, le bleu est un choix audacieux. Il attire l'attention. Vous avez toujours préféré les ombres. » Il tendit la main pour lui prendre la main et l'embrasser. C'était un mouvement de pouvoir, un rappel qu'il pouvait la toucher quand il voulait. Andrew recula, tremblante. Avant que les doigts de Reginald ne puissent effleurer son gant, la main de Sébastien jaillit. Il attrapa le poignet de Reginald dans une poigne de fer. Le craquement d'os broyant contre os ne fut audible que pour eux. Les yeux de Reginald s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrant dans un halètement silencieux de douleur. Il essaya de se retirer, mais Sébastien le retint fermement. Sébastien ne regarda pas la main de Reginald. Il le regarda droit dans les yeux. « Vous vous méprenez sur votre position, Monsieur Vance, » dit Sébastien, sa voix un ronronnement bas et terrifiant. « Vous ne touchez pas la duchesse. Vous ne parlez pas à la duchesse à moins qu'on ne vous parle. Et si jamais vous la regardez de nouveau à travers vos lunettes avec ce sourire insolent, je vous arracherai les yeux et les donnerai à mes chiens. » Lord Malcolm balbutia. « Ashbury, c'est un outrage. Mon fils était simplement poli. » Sébastien relâcha le poignet de Reginald avec une poussée. Reginald trébucha en arrière, serrant sa main, son visage pâle et en sueur. « Nous partons, » annonça Sébastien. « L'air ici est devenu putride. » Il offrit son bras à Andrew. Pour la première fois de sa vie, Andrew Vance ne chercha pas la permission. Elle regarda Reginald, qui gémissait de douleur, et elle sentit une étrange sensation dans sa poitrine. Ce n'était pas le pardon, c'était le mépris. Il n'était pas un monstre, il était juste un petit garçon faible et cruel qui cassait des choses parce qu'il ne pouvait pas les construire. Elle prit le bras de Sébastien. Alors qu'il passait devant son oncle, Andrew marqua une pause. « Oncle !» dit-elle. Sa voix était ferme, bien que calme. « Quoi ?» claqua Malcolm. « La dot, dit-elle. Profitez-en tant que vous le pouvez. » Ils sortirent dans le couloir, laissant les Vance stupéfaits dans le silence de la loge privée. Alors qu'ils atteignaient la voiture, les jambes d'Andrew cédèrent finalement. Elle s'effondra contre la poitrine de Sébastien, sanglotant. Mais ce n'étaient pas des larmes de peur, c'étaient les larmes d'un barrage qui se brisait. Sébastien la retint, la protégeant des yeux curieux de la rue. Il lui caressa les cheveux maladroitement mais doucement. « Vous avez bien fait, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Vous avez très bien fait. » Le trajet de retour à Ashbury House fut silencieux, mais la tension avait changé. Ce n'était plus le silence d'étrangers, mais le silence de co-conspirateurs. Quand ils arrivèrent, Sébastien contourna les domestiques et conduisit Andrew directement à son bureau privé, une pièce où aucune femme, pas même sa mère, n'avait été autorisée à entrer librement. Il versa 2 verres de brandy. « Buvez, » ordonna-t-il, « cela calmera les nerfs. » Andrew prit le verre de cristal, le liquide ambré lui brûlant la gorge. Elle s'assit dans le fauteuil en cuir à dossier haut, semblant petite contre le mobilier sombre. Sébastien arpentait devant la cheminée, les flammes projetant de longues ombres dansantes sur ses traits acérés. « J'ai vu son poignet, » murmura Andrew. « Vous l'avez blessé. »« J'ai cassé 2 de ses os carpiens, » corrigea Sébastien calmement. « Il ne tiendra pas de canne ou de fouet pendant très longtemps. » Il arrêta de faire les 100 pas et la regarda.
Mais blesser Reginald n'est qu'une diversion satisfaisante. Cela ne résout rien. Nous devons couper la tête du serpent. Nous avons besoin de Malcolm. Sébastien se déplaça vers son bureau et déverrouilla un tiroir en sortant une liasse de papier. Mes enquêteurs ont été occupés pendant que nous étions à l'opéra. J'ai trouvé la copie originale du testament de votre père, ou plutôt la copie que votre oncle pensait avoir détruite. Andrew se redressa. Mais il m'a dit que mon père lui avait tout laissé parce qu'il avait honte de moi. Mensonge, dit Sébastien, claquant les papiers sur le bureau. Votre père vous a tout laissé, le domaine, les investissements, les propriétés de Londres. Malcolm a reçu une allocation de 500 $ par an, c'est tout. Il prit un document spécifique. Cependant, il y avait une clause, la clause de santé mentale. Si l'héritier direct est jugé mentalement incompétent ou est interné pour une période de plus de 2 ans, la gérance de la fortune passe au plus proche parent masculin. La main d'Andrew vola à sa bouche. C'est pourquoi, souffla-t-elle. C'est pourquoi il m'a envoyé à St. Jude's immédiatement. C'est pourquoi il a payé le Dr. Crow pour écrire ses rapports sur mon hystérie et ma possession démoniaque. Exactement, dit Sébastien sombrement. Ce n'était pas une question de religion. Ce n'était pas une question de discipline. C'était une question de 4 millions. Andrew sentit la pièce tourner. La torture, l'obscurité, les cicatrices. Tout était pour l'argent. Cela rendait la cruauté encore plus froide. Ce n'était pas de la haine, c'était de la comptabilité. Mais maintenant, je suis marié. Andrew dit, l'argent ne me revient-il pas? Légalement, oui, dit Sébastien. Mais Malcolm a passé les 3 dernières années à liquider les biens de votre père. Il a transféré l'argent vers des comptes offshore aux îles Caymans et a investi dans des programmes ferroviaires à haut risque. Si nous le poursuivons maintenant, il prétendra que l'argent est parti. Ou pire, Sébastien hésita. Pire, demanda Andrew. Il prétendra que le mariage est invalide, dit Sébastien doucement. S'il peut prouver que vous étiez folle avant le mariage, il peut faire annuler le mariage. Il peut vous reprendre, Andrew. En tant que votre tuteur légal, le verre glissa de la main d'Andrew, se brisant sur le tapis personne. Non, allaita-t-elle, il ne peut pas. Vous avez dit que j'étais en sécurité. Sébastien fut à ses côtés en un instant, ignorant le verre brisé. Il s'agenouilla, prenant ses mains. J'ai dit, vous étiez en sécurité, et je le pensais. Mais nous ne pouvons pas le combattre dans un tribunal. Il possède la moitié des juges de Londres. Nous devons le combattre dans l'obscurité. Comment? Les yeux de Sébastien brillèrent d'une lumière prédatrice. Nous allons lui faire croire que le fantôme de votre père est revenu le hanter. Nous allons le rendre fou, Andrew. Nous allons utiliser sa propre arme, la peur contre lui. Je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Votre oncle est un homme superstitieux, expliqua Sébastien. Mon enquêteur a découvert que Malcolm voyait un medium spirit. Il est terrifié par la mort. Nous allons lui faire un spectacle. Avant qu'Andrew ne puisse répondre, un lourd coup retentit sur la porte du bureau. Entrez. Sébastien aboya. Henderson, le majordome, entra, le visage pâle. Il tenait un petit paquet enveloppé sur un plateau d'argent. Monseigneur, dit Henderson, sa voix tremblante, ceci vient d'être livré par un coursier. Il a dit que c'était un cadeau de mariage pour sa grâce de la part du Dr. Silas Crow. L'héritier quitta la pièce. Andrew fixa le paquet enveloppé dans du papier brun. « Enlevez-le » ordonna Sébastien. « Non » dit Andrew soudainement. Sa voix tremblait, mais elle se leva. « Ouvrez-le, Andrew. J'ai besoin de savoir, dit-elle. J'en ai fini de me cacher. » Sébastien prit le paquet. Il coupa la ficelle avec un ouvre-lettre et déplia le papier. À l'intérieur gisait une petite boîte en bois. Il ouvrit le couvercle. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours rouge, se trouvait une mèche de cheveux blonds attachée avec un ruban bleu. Andrew cria. Elle recula en se précipitant sur la chaise, ses mains griffant sa gorge. « C'est à moi » pleura-t-elle. « Ce sont mes cheveux. Ils les ont coupés la première nuit quand ils m'ont rasé la tête pour me purifier. » Sous la mèche de cheveux se trouvait une note.
Sébastien la ramassa. Elle disait, d'une écriture élégante et irrégulière, « Le traitement n'est pas encore terminé. La patiente s'est échappée, mais la maladie demeure. Nous venons la chercher. » Saint Jude's, Sébastien écrasa la note dans son poing. Il regarda sa femme terrifiée, brisée, magnifique, recroquevillée dans la chaise. Il marcha vers la cheminée et jeta la mèche de cheveux et la note dans les flammes. Il les regarda se transformer en cendres. « Henderson, dit Sébastien, sa voix étrangement calme. « Oui, votre grâce. Envoyez un télégramme au colonel Holloway aux baraquements royaux. Dites-lui que le duc d'Ashbury requiert son ancien régiment. Dites-lui d'apporter des fusils. » Il se tourna vers Andrew. « Il pense qu'il chasse un lapin, dit Sébastien, l'attirant dans ses bras. Ils n'ont aucune idée qu'ils viennent d'entrer dans la tanière d'un loup. » Le brouillard arriva de la Tamise, enveloppant Ashbury House d'un linceul de gris. Pour l'observateur occasionnel, le grand domaine semblait paisible, peut-être même assoupi, mais à l'intérieur, c'était un ressort enroulé. Sébastien se tenait dans le foyer, le sol en marbre résonnant du pas lourd des bottes. Le colonel Holloway, un homme avec une cicatrice traversant son sourcil et une poitrine comme un tonneau, se tenait au garde-à-vous. Derrière lui se trouvaient 20 hommes des fusiliers royaux. Des hommes qui avaient servi sous Sébastien à Kaboul. Des hommes qui devaient leur vie au duc. Ils ne portaient pas d'uniforme de cérémonie. Ils étaient vêtus pour une escarmouche cachée dans les ombres de la galerie, les couloirs des domestiques et les niches de la bibliothèque. « Ils seront ici dans l'heure, dit Sébastien, vérifiant sa montre de poche. Malcolm est arrogant. Il croit avoir la loi de son côté parce qu'il a soudoyé un magistrat local pour qu'il signe un ordre d'internement. Il pense qu'il vient chercher un morceau de bagage. Il trouvera que le bagage mord. Votre grâce, Holloway grogna, posant sa main sur la garde de son sabre. Mes hommes ont leurs ordres, pas de force létale sauf si nécessaire. Mais les jambes cessées sont acceptables. Préférées même, répondit Sébastien sèchement. Il se tourna vers l'escalier. Andrew descendait. Elle portait la même robe bleu nuit qu'elle avait portée à l'opéra, mais la peur qui avait défini son existence pendant 3 ans était partie, remplacée par une résolution froide et cristalline. Elle ressemblait à une reine marchant vers un couronnement, pas à une victime. « Êtes-vous prête ?» demanda Sébastien, lui offrant sa main. « Non, » aimait Andrew, sa voix ferme. « Mais je ne me cacherai plus dans le noir. S'ils me veulent, ils doivent me regarder dans les yeux quand ils essaient de me prendre. Ils ne vous prendront pas, » promit Sébastien, levant ses jointures à ses lèvres. Ce soir, les chasseurs deviennent la proie. À exactement 9 heures, le son des roues de carrosse écrasa le gravier de l'allée. Pas un carrosse, mais 2. Henderson ouvrit les lourdes portes de chêne. Lord Malcolm Vance entra le premier, portant un lourd manteau de fourrure et une expression d'intitulé triomphant. Derrière lui boitait Reginald, son bras en écharpe, son visage tordu en un ricanement d'anticipation. Les flanquants étaient le Dr. Silas Crowe, un homme mince ressemblant à un vautour portant une sacoche médicale en cuir et un rouleau de parchemin. Derrière eux se trouvaient 4 hommes costauds, préposés de St. Jude's portant des entraves en cuir. Ils marchèrent au centre du grand foyer. Sébastien se tenait seul au bas de l'escalier, bloquant le chemin vers les niveaux supérieurs. « Bonsoir, Malcolm, dit Sébastien, sa voix résonnant sur le plafond voûté. « Je ne me souviens pas avoir envoyé une invitation. Ce n'est pas une visite mondaine, Ashbury. » Malcolm cracha, jetant ses gants sur une table d'appoint. « Nous sommes ici pour ma nièce. Le Dr. Crowe a certifié que son état s'est détérioré. Elle est un danger pour elle-même et pour les autres. Le magistrat a signé l'ordre. Nous la ramenons immédiatement à St. Jude's. » Le Dr. Crowe s'avança, agitant le parchemin. « C'est une tragédie, votre grâce, mais des délires, l'automutilation. Elle nécessite la salle d'isolement. » Reginald s'avança, ses yeux brillants. « Ne rendez pas ce que là difficile, Ashbury.
Si vous résistez à un ordre du tribunal, vous serez arrêté. Donnez-la nous simplement. Je promets de prendre personnellement soin de son traitement. » Sébastien ne bougea pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il regarda le groupe avec la curiosité détachée d'un scientifique observant des insectes. « Vous parlez de la loi, Malcolm, » dit Sébastien calmement. « Mais la loi exige la vérité, et vous avez bâti toute votre vie sur des mensonges. »« J'ai le papier, » hurla Malcolm, son visage devenant violet. « J'ai les droits. Elle est ma propriété jusqu'à ce qu'elle soit saine d'esprit. Elle n'est pas votre propriété. » Une voix retentit du haut de l'escalier. Andrew entra dans la lumière. Elle descendit d'une marche, puis une autre, ses yeux se posant sur le Dr. Crow. « Bonjour, docteur, dit-elle. Avez-vous apporté votre canne ou l'avez-vous laissée aux infirmières qui m'ont maintenu pendant que vous me brûliez avec des cigares? » Le Dr. Crow pâlit. La patiente hallucine. « Saisissez-la. Contenez-la. » Les 4 préposés se précipitèrent. Sébastien leva sa main droite. Clic-clac. Le son était mécanique et synchronisé. Du balcon d'en haut, des ombres du couloir, et derrière les tapisseries, 20 fusils furent braqués simultanément. Le clic des percuteurs s'armant résonna comme un coup de tonnerre. Le colonel Holloway sortit de la bibliothèque, un revolver Webley à la main. « Je suggère à vos hommes d'arrêter de bouger, » aboya-t-il. « À moins qu'ils ne souhaitent quitter cette maison dans une boîte en peine. » Les préposés se figèrent. Le Dr. Crow laissa tomber sa sacoche. Reginald laissa échapper un cri aigu et se précipita derrière son père. « Quel est le sens de tout cela? » rugit Malcolm, bien que sa voix tremblât. « C'est de la trahison. Vous ne pouvez pas menacer un père du royaume avec l'armée. »« Je ne vous menace pas, » dit Sébastien, descendant lentement les dernières marches pour se tenir à côté de sa femme. « Je m'assure simplement que le procès est équitable. » « Procès? » Malcolm se moqua. « Il n'y a pas de juge ici. »« Oh, mais il y en a un. » Sébastien sourit, un sourire aigu et de requin. « Et vous êtes dans sa salle d'audience. » Le silence dans le grand foyer d'Ashbury House était lourd, rompu seulement par le tic-tac rythmique de l'horloge grand-mère et la respiration haletante de Lord Malcolm Vance. Les 20 fusils braqués sur lui ne vacillèrent pas. Les soldats des fusiliers royaux étaient des statues de discipline, leurs yeux fixés sur les intrus avec un calme létal qui était bien plus terrifiant que des cris. Lord Malcolm Vance se tenait au centre du piège, son visage un masque de sueur, de tressaillement d'incrédulité. Il regarda les soldats, puis Sébastien, et finalement le morceau de papier dans sa main, l'ordre de cour qu'il avait cru être son arme ultime. « C'est de la folie, » balbutia Malcolm, sa voix se brisant. « Vous ne pouvez pas faire ça, Ashbury. J'ai la loi. J'ai la signature du magistrat. Vous kidnappez une femme qui appartient légalement à mes soins. » Sébastien descendit la dernière marche, ses bottes claquant sèchement sur le marbre. Il bougea avec la grâce prédatrice d'une panthère tournant autour d'un bœuf blessé. Il ne regarda pas Malcolm. Il regarda le document dans la main de Malcolm. « La loi » répéta Sébastien, le mot ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Un concept intéressant venant de vous, Malcolm. Vous parlez de la loi d'Angleterre, pourtant vous semblez avoir oublié la loi sur l'aliénation mentale de 1845. » Sébastien s'arrêta directement devant l'oncle de sa femme. Il domina l'homme plus âgé. « L'acte exige que pour qu'un patient soit interné, 2 certificats médicaux distincts doivent être signés et un examen doit être mené en personne dans les 7 jours suivant l'ordonnance. Dites-moi, Dr. Crow. » Le regard de Sébastien se posa brusquement sur le médecin tremblant, qui serrait sa sacoche médicale comme si c'était un bouclier. « Quand avez-vous examiné physiquement sa grâce pour la dernière fois? Était-ce hier ou était-ce il y a 3 ans, avant que vous ne l'enfermiez dans une cave et que vous ne jetiez la clé? » Le Dr. Crow déglutit difficilement, sa pomme d'Adam tressautante. « J'ai fait une évaluation basée sur le rapport du tuteur. C'est une pratique courante. C'est de la fraude, » Sébastien l'interrompit, sa voix comme un coup de fouet.
Et c'est un crime grave. Reginald, debout derrière son père, lui décida de jouer la seule carte qui lui restait. L'arrogance, Ron. Il s'avança, grimaçant en serrant son poignet cassé, son visage tordu en un ricanement. « Qui se soucie des papiers? » cracha Reginald. « Regardez-la, elle est brisée. » Raclement de gorge. C'est un petit oiseau muet et tremblant. Aucun juge de Londres ne croira qu'elle est capable de gérer un domaine d'une valeur de 4 millions de livres. Nous vous faisons une faveur, Duc. Rendez-la nous, et nous ferons en sorte qu'elle ne vous dérange plus jamais. C'est alors qu'Andrew bougea. Elle ne recula pas. Elle ne tressaillit pas. Elle fit un pas en avant, la soie bleu nuit de sa robe bruissant doucement. Elle passa devant Sébastien, devant les soldats, jusqu'à ce qu'elle se tienne face à face avec le cousin qui l'avait tourmenté pendant des années. « Je ne suis pas un oiseau, Reginald, » dit Andrew. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait jusqu'à chaque coin de la pièce. Elle était claire, ferme et entièrement dépourvue de la peur qu'il avait jadis définie. Reginald cligna des yeux, pris de court. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Andrew le coupa. « Et je ne suis pas brisé, » continua-t-elle, ses yeux violets perçant les siens. « J'ai été torturé. Il y a une différence. Vous avez brisé ma peau, vous avez brisé mes os, mais vous ne m'avez jamais touché. » Elle tourna son regard vers son oncle. « Vous avez dit au monde que j'étais folle parce que je pleurais mon père. Vous avez dit au personnel que j'étais possédé parce que je refusais de signer les actes de transfert. Vous ne m'avez pas enfermé pour me guérir, oncle. Vous m'avez enfermé parce que j'étais la seule personne qui savait que vous étiez un voleur. » Le visage de Malcolm prit une teinte violette violente. « Sale petite misérable menteuse. J'ai sauvé le domaine. Votre père l'a laissé en ruine. Mensonge. » Sébastien l'interrompit calmement. Il tendit la main et Henderson y plaça un épais registre relié en cuir. « Ceci est le registre de la Banque d'Angleterre daté du 14 octobre 1882. Il détaille les biens de la famille Vance le jour de la mort de votre frère. » Sébastien ouvrit le livre. Les pages nettes et accablantes. 2 millions de livres en obligations gouvernementales. 3 propriétés distinctes à Mayfair. Une flotte de navires basée à Liverpool. Tout laissé à Andrew Vance. Il tourna la page. Et ici, nous avons les registres de la Lloyds Bank datés de 3 mois plus tard. Les comptes étaient invidés, les propriétés hypothéquées, l'argent canalisé vers une société écran appelée Apex Holdings, une société enregistrée au nom de Malcolm Vance. Sébastien claqua le livre. Le son résonna comme un coup de feu. Vous n'avez pas sauvé le domaine, Malcolm. Vous l'avez cannibalisé pour payer vos dettes de jeu et la débauche de votre fils. Et quand l'argent commença à manquer, vous avez réalisé que si Andrew recouvrait jamais sa lucidité aux yeux de la loi, elle exigerait un audit. Alors, vous avez décidé qu'elle ne devait plus jamais être saine d'esprit. La pièce tourna pour Malcolm Vance. Les murs de sa tromperie s'effondrèrent brique par brique. « C'est absurde, » murmura Malcolm, bien que la sueur coulant sur ses tempes le trahît. « Vous n'avez aucune preuve d'intention. Nous avons plus que cela, » dit Sébastien. Il se tourna vers les ombres près de la porte de la bibliothèque. « Monsieur Thaddeus, si vous vouliez bien. » Un petit homme à lunettes sortit. Il portait un carnet et semblait parfaitement terrifié, mais il tint bon. Malcolm haleta. C'était son propre avocat, Monsieur Thaddeus. « Je suis désolé, monseigneur, » dit Thaddeus à Malcolm, sa voix tremblante. « Le duc, il a les reçus. Il a tracé les comptes offshore aux îles Caïmans. Si je ne coopérais pas, je ferais face à la potence pour conspiration. Traître! » Malcolm cria, se jetant sur le petit homme. « Arrêtez !» Le colonel Holloway aboya. 2 soldats s'avancèrent, leurs baïonnettes se croisant instantanément pour bloquer le chemin de Malcolm. L'acier étincela à quelques centimètres de sa poitrine. Malcolm trébucha en arrière, hyperventilant. Il regarda autour de lui sauvagement. « Bien, bien, prenez l'argent, gardez cet argent maudit, je m'en fiche. Venez, Reginald, nous partons. » Il se tourna pour fuir, saisissant le bras de son fils.
J'ai peur que vous n'alliez nulle part, dit Sébastien, sa voix tombant à un registre terrifiant de bassitude. Vous voyez, Malcolm, il reste la question de la clause de santé mentale dans le testament. Malcolm se figea. Quelle la clause que vous avez utilisée pour asservir Andrew? Sébastien expliqua, marchant lentement autour du couple. Elle stipule que si le chef de la famille Vance est jugé mentalement inapte, la gérance du domaine et la personne de l'héritier passent aux plus proches parents. Sébastien s'arrêta. Il sourit, mais c'était un sourire qui promettait la violence. Vous venez de tenter d'agresser un duc dans sa propre maison. Vous criez après des gens qui ne sont pas là. Vous transpirez. Vous êtes irrationnel. En fait, Sébastien se tourna vers le Dr. Crow, qui essayait de s'éloigner vers la porte. Dr. Crow, à votre avis professionnel, diriez-vous que Lord Malcolm Vance semble hystérique? Le Dr. Crow se figea. Il regarda le duc, puis les soldats, et finalement le Lord Vance ruiné. C'était un survivant, un rat qui savait quand le navire coulait. Je Crow balbutia. Réfléchissez bien, docteur, avertit Sébastien, sa main reposant négligemment sur la garde d'une épée décorative au mur. S'il est saint d'esprit, alors c'est un criminel qui ira en prison, et vous irez avec lui comme complice de fraude et de torture. Mais s'il était fou, eh bien alors il aurait besoin d'un traitement immédiat, et vous seriez simplement un docteur faisant son devoir. La réalisation frappa le Dr. Crow. C'était une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage cruelle, tordue. Oui, dit Crow rapidement, sa voix gagnant en force. Oui, votre grâce. J'observe des signes distincts de manie, de paranoïa, d'explosion violente. C'est un cas classique de démence précoce. Les yeux de Malcolm s'écarquillèrent. Crow, qu'est-ce que vous dites? Je vous paye, je vous possède. Le patient est délirant, dit Crow fort, tirant un stylo plume de sa poche. Il croit qu'il possède des gens. Un symptôme clair. Sébastien sortit un nouveau formulaire d'internement vierge de la poche de sa veste, un qu'il avait préparé des heures auparavant. Il le claqua sur la table à côté de Crow. « Signez-le », ordonna Sébastien. « Internez-le à St. Jude's, la celle d'isolement, indéfiniment. »« Non », Malcolm hurla. « Non, vous ne pouvez pas. Reginald, faites quelque chose. » Reginald, réalisant que son père était fini, tenta de s'échapper. Il vit un espace entre les soldats et la porte d'entrée. Il s'y précipita, les yeux écarquillés par la panique. « Arrêtez-le » cria Holloway. Mais ce fut Andrew qui réagit. Alors que Reginald passait à toute vitesse devant elle, elle ne recula pas. Elle attrapa un lourd tisonnier en fer de l'âtre. Avec un cri qui libéra 3 ans de rage refoulée, elle le balança. La barre de fer se connecta avec l'arrière des genoux de Reginald. Il y eut un craquement écœurant, et Reginald s'effondra, hurlant d'agonie, alors qu'il frappait le sol, se recroquevillant en boule. Andrew se tint au-dessus de lui, le raclement de gorge tisonnier levé, sa poitrine haletante. « Vous aimiez me frapper avec la canne parce que je ne pouvais pas riposter, » souffla-t-elle, le regardant. « Qu'est-ce que ça fait, Reginald? Qu'est-ce que ça fait d'être celui qui est par terre? » Reginald ne put que gémir, serrant ses jambes. Sébastien marcha aux côtés d'Andrew. Il ne lui prit pas l'arme. Il plaça simplement une main sur son épaule, l'ancrant. « C'est fini, Andrew. » Elle abaissa le tisonnier, ses mains tremblantes. Pas encore. Elle marcha vers la table où le Dr. Crow venait de finir de signer le papier. Elle ramassa le document. C'était l'ordre d'internement de Malcolm Vance à l'asile St. Jude's pour les incurablement fous. En bas, il y avait une ligne pour la signature du tuteur. Andrew prit le stylo. Malcolm la fixa. Des larmes de terreur coulèrent sur son visage. « Andrew, » plaida-t-il, sa voix un murmure, « s'il vous plaît, je suis votre sang, je suis votre famille. » « Ma famille est morte, » dit Andrew froidement. « Vous les avez tués. » Elle signa son nom avec une fioriture. « Andrew Thorne, duchesse d'Ashbury. »« Emmenez-le, » commanda-t-elle. Les soldats se mirent en mouvement.
raclement de gorge. Ils ne traitèrent pas Malcolm comme un lord. Ils le saisirent par les bras et le col de son manteau coûteux. Il donna des coups de pied et cria, crachant de l'écume, sa dignité entièrement partie. « Je suis le maître de Blackwood. Je suis un lord. Vous ne pouvez pas faire ça. » Les cris de Malcolm résonnèrent sur les murs de pierre alors qu'il le traînait dans la nuit vers la voiture noire aux fenêtres grillagées, la même voiture qu'il avait apportée pour elle. Reginald fut hissé ensuite, gémissant de douleur. « Coussin, s'il vous plaît, sanglota-t-il. Mes jambes. J'ai besoin d'un docteur. »« Vous avez le Dr. Crow, » dit Sébastien, faisant un signe de tête au docteur qui était escorté sous la menace d'une arme par le colonel Alloway. « Je suis sûr qu'il peut trouver un traitement pour vous. J'entends qu'il est très créatif. » Alors que les lourdes portes de chêne se refermèrent, scellant le vent et les cris, un silence profond s'installa sur Ashbury House. Ce n'était pas le silence de l'oppression, ni le silence de la peur. C'était le silence d'une tempête qui avait finalement éclaté. Andrew se tenait au centre de la pièce. L'adrénaline s'estompait, la laissant tremblante. Le tisonnier tomba au sol avec un bruit métallique. Sébastien congédia les soldats restants d'un signe de tête. Ils sortirent tranquillement, laissant le duc et la duchesse seuls. Sébastien marcha vers elle. Il ne dit pas un mot. Il la serra simplement dans ses bras, l'attirant contre sa poitrine. Il pouvait sentir ses tremblements, pouvait sentir l'humidité de ses larmes imprégner sa chemise. « Je l'ai fait, » murmura-t-elle dans sa poitrine, sa voix paraissant petite et étonnée. « Je l'ai vraiment fait. Vous l'avez fait, » murmura Sébastien, posant son menton sur le sommet de sa tête. « Vous vous êtes tenu droite, Andrew. Vous étiez magnifique. » Elle recula légèrement pour le regarder. Ses yeux étaient cernés de rouge, mais les iris violets étaient brillants. « Vous m'avez donné le pouvoir. Vous avez enquêté. Vous avez amené l'armée. Pourquoi? » Sébastien la regarda, ses yeux gris s'adoucissant d'une manière que le monde n'avait jamais vue. Il tendit la main et traça la ligne de sa mâchoire, son pouce effleurant une vieille cicatrice légère près de son oreille. « Parce qu'au moment où j'ai vu ce qu'il vous avait noir, dit Sébastien, sa voix rauque d'émotion, j'ai réalisé que le devoir n'était pas de vous épouser. Le devoir était de vous sauver. Et en faisant cela, je pense que vous m'avez peut-être aussi sauvé. » Andrew fronça les sourcils de confusion. « Sauvé de quoi? » « Vous êtes l'invincible duc du froid, » Sébastien admit, « d'une vie de ciel gris et de pièces vides. Vous avez mis le monde en feu, Andrew, et je préférerais brûler avec vous que geler seul. » Andrew sourit, un sourire genuin, fatigué, magnifique. Elle leva la main et la posa sur sa joue. « Alors emmène-moi à l'étage, Marie. Je ne veux plus dormir dans la chambre d'amis. » Sébastien la souleva dans ses bras, la portant en style marié vers l'escalier. Les ombres d'Ashbury House, autrefois menaçantes, semblaient maintenant s'incliner devant eux. Le cauchemar était fini. La dame silencieuse avait trouvé sa voie, et le duc de glace avait trouvé son cœur. Et loin, dans la cellule humide en pierre de Saint-Jude, Malcolm Vance fixait le mur, hurlant à des fantômes qui n'étaient pas là, tendant une aube qui ne viendrait jamais. Et c'est l'histoire de comment la dame silencieuse Andrew et le duc de glace Sébastien ont transformé un arrangement froid en une arme de justice. Le voyage d'Andrew d'une victime dans l'ombre à la duchesse, qui a signé l'ordre d'internement de ses propres abuseurs, est l'exemple ultime du karma difficile. Elle n'a pas seulement survécu. Elle a utilisé les lois et les mensonges même que son oncle a créés pour l'enterrer. Malcolm Vance a fini dans la cellule même qu'il avait construite pour elle. Une justice poétique qui prouve qu'il ne faut jamais sous-estimer les silencieux. J'adore comment cette histoire montre que la force ne concerne pas seulement le pouvoir physique, mais la volonté d'endurer jusqu'à ce que l'on puisse riposter. Alors, voici ma question pour vous. Pensez-vous que Malcolm a eu ce qu'il méritait à l'asile, ou aurait-il dû aller en prison? Quelle punition est la pire?
Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ce conte dramatique de romance, de vengeance et de justice, veuillez donner un pouce bleu à cette vidéo. Cela soutient vraiment la chaîne. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci d'avoir regardé.